Voilà, bonjour à tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de Grand Salon. Grand Salon, votre émission habituée, vous, avec cette émission, parce que c'est une émission, je me répète, émission, durant laquelle nous allons recevoir des gens qui impactent notre société. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir un homme que je connu, ça fait des années, à travers ses écrits, ses interventions intéressantes, surtout par rapport à la donne congolaise. Mais aussi, aujourd'hui, il nous vient avec une autre casquette, c'est-à-dire celle de écrivain. Donc, il vient de finir un livre euh, qui sera peut-être un des sujets principaux de notre entretien d'aujourd'hui. La personne, c'est bien Norbert Poutou, qu'on appelle affectueusement Norbert X. Alors, avant de nous emballer dans notre conversation d'aujourd'hui, Norbert Poutou, est-ce que vous pouvez nous dire un moment où vous portiez le nom X, euh, d'où est venue cette idée? Bon, disons, c'est mon petit nom d'écriture, mais il vient parce que mon nom, c'est Norbert Mbou Mputu. Or, vous Mhm. savez, Mbou, c'est le premier des jumeaux. Et Mputu, c'est le fils qui vient après les jumeaux. Donc, logiquement, je ne parle de nom de famille, où je Ouais. dois créer un nom de famille. C'est comme ça que tous mes enfants, et ma femme, ils ont mon nom avec 100 traits d'union. Et mes amis, un ami me taquinait pour dire que, mais en fait, tu n'existes pas, tu n'as pas de nom. Tu es un X. Bon, tu vois, vous voyez, on commence d'abord par se donner des coups, mais à la fin, on l'accepte. Mais à la fin, philosophiquement, ça devient aussi pratiquement une identité. C'est-à-dire qu'on doit se refaire, on doit s'affirmer, on doit se faire identifier, on doit se battre, on doit, on doit tailler sa place au soleil. C'est un peu ça. C'est comme ça que j'ai adopté ça comme ça. Voilà, tailler sa place au soleil. euh, Est-ce que ça n'a rien à voir avec Malcolm X? Parce que si je m'en tiens simplement à vos écrits que je lisais autrefois, il y avait un peu de radicalisme aussi parallèlement à Malcolm X. Bon, disons qu'à un certain moment qui se ressemble, ça semble. Hein? Vous savez, cette émission, d'abord, je dois vous remercier pour cette émission aujourd'hui. Et imaginez-vous que cette émission passe aujourd'hui, c'est le jour de la fête de Saint-Norbert, qui avait fondé l'ordre des Prémontrés. Mais c'est aussi le 6 juin. Et le 6 juin dans l'histoire, c'est le débarquement en Normandie. C'est le jour J. Donc, voilà un peu symboliquement comment je dois vous remercier. Et chez nous, il y a un proverbe qui dit ceci, que les noms que nous portons souvent, les noms que nous donnons souvent aux chiens, ce sont des allusions blessantes adressées aux voisins. Donc, qui se ressemble souvent s'assemble. Hein? Donc, voilà, peut-être que sans le savoir ou sans le vouloir, je me suis mis un peu dans la moule de Malcolm X sans le vouloir et sans le savoir. Voilà. Alors, avant que nous entrions dans le vif de notre conversation qui va certainement tourner autour de votre bouquin. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de notre pays d'origine, la RDC? Est-ce que comment vous voyez les choses aujourd'hui avant que nous entrions dans les explications un peu plus profondes et un peu plus complexes des situations que nous voyons aujourd'hui? Bon, disons, pour parler de la RDC, bon, moi, j'essaie un peu de faire trop de comparaisons historiques. Et je me dis que la RDC aujourd'hui, ça donne l'impression que nous reprenons pratiquement un peu certaines crises qu'on a connues dans le pays, les crises qu'on a connues de 60 à 65, les crises qu'on a connues de 90 à 97. Et Dieu seul sait ce que ça va nous réserver. Pourquoi? Parce que
le professeur Joseph Kizerbo, le grand historien africain que j'ai rencontré à Kinshasa, m'avait dit, il m'avait rappelé cette phrase qu'il avait prononcée jadis, que avant de tourner une page de l'histoire, il faut bien la lire. Or, l'impression pour nous, souvent au Congo, c'est que ça donne l'impression que nous tournons très vite les pages de l'histoire sans les lire. Alors que lorsque vous prenez l'histoire, il y a deux conceptions de l'histoire qui s'entrechoquent chez les Grecs. Il y a une conception qui dit que l'histoire, on ne peut pas se laver deux fois avec les eaux d'une même rivière. C'est-à-dire que les faits historiques passent et ne reviennent pas. Mais il y a une autre conception qui dit que l'histoire, c'est un éternel retour. Alors maintenant, le rôle de l'historien, c'est quoi? C'est essayer de mettre les deux un peu, comme disent les anglo-saxons, en balance pour voir dans cette répétition de l'histoire, comment faire pour qu'on ne puisse pas reprendre les idioties, je vais dire, des médiocrités, des incongruités, qui parfois débouchent sur des tragédies. Non, avoir la situation aujourd'hui qui était prévisible. Parce que imaginez-vous quand on a eu les élections, les dernières élections, avec l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, de la façon qu'on sait. Beaucoup d'analystes avaient dit que la chose n'allait pas tenir. Mais on avait dit, comme toujours, bon, donnons les chances. Donc, et c'est là où ce que je dis dans le livre, nous pensons que le Congo, c'est un Congo de Big Bang. Le Big Bang, c'est ce miracle qui a été à l'origine de l'humanité. Nous pensons qu'à partir du rien, on peut créer quelque chose. Alors que la gestion d'un État, alors que la gestion d'un pays doit être planifiée. Et en fait, nous revenons un peu aux erreurs que nous attribuons au père des indépendances de 1960 à 65. Et puis, ajoutons que ceux-là n'avaient pas eu la chance que nous avons aujourd'hui. Ils n'ont pas étudié comme nous, ils n'ont pas voyagé comme nous. Donc, s'ils ont commis certaines erreurs, on peut le leur permettre. Mais nous, aujourd'hui, avec tout ce que nous avons fait comme études, avec tout ce que nous avons fait comme voyage, si nous reprenons ces mêmes erreurs, nous sommes deux fois condamnables. Voilà un peu, si je dois analyser la situation aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qu'on aurait pu éviter, hélas. Et que, donc, votre analyse revient à dire que ce que nous voyons aujourd'hui aurait été prévisible si nous avions simplement fait un regard derrière sur notre histoire. Ah oui, et ça pendant toute la conférence nationale, ce qu'on a raté pendant la conférence nationale, c'était quoi? C'était, rappelez-vous, quand Monseigneur Moussengo, le cardinal Moussengo est devenu le président du bureau provisoire de la conférence nationale et puis du bureau de la conférence nationale, on avait commencé par les déclarations de politique générale, vous vous souvenez? Et les gens n'avaient pas trop compris pourquoi est-ce qu'on avait commencé par ça. On avait vite défilé des éminentes personnalités, des professeurs. Je vais prendre quelques exemples. Quand vous vous souvenez de l'intervention du professeur Thomas Kanza, je vais revenir sur lui aussi parce que je le considère comme un peu mon maître. Et il a écrit ce livre Conflict in the Congo, The Rise and the Fall of Lumumba, un livre qui venait d'être maintenant traduit en français. Et il analyse, il a dit à la conférence nationale, et si l'histoire nous servait de guide? Il a rappelé cette phrase de Fénelon, si les gens se souviennent, je vais savoir si les choses sont vraies avant de les juger belles. Mais rappelez-vous la déclaration du professeur Ndaiwel, du professeur Nzongo, la déclaration de l'Union sacrée, la déclaration du professeur Malouaka Lenga. Vous vous rappelez, il a dit, pour la révolution de l'intelligence, il a dit, attendez, si Thomas Kanza a d'abord abordé le volet historique, il a dit ce qu'il dit dans son livre, ce que je reprends aussi dans le mien, que les crises congolaises de 60 à 65, c'était parce qu'on avait raté ce qu'il avait appelé, on avait connu ce qu'il appelle de fait le triumvirat fatal. Parce qu'en 60 et 65, on avait trois grands leaders. Joseph Kasavubu, calme, chrétien, qui avait la confiance de tous les milieux catholiques. Mais on avait Patrice Lumumba, homme très populaire, qui pouvait dire une chose et tout le pays était sens dessus-dessous. Et on avait aussi Moïse Tshombe, qui était le grand leader du Katanga, qui avait tous les milieux financiers. Mais ces trois leaders-là ne sont jamais retrouvés ensemble pour parler du Congo.
d'où on a eu le triumvirat fatal. Donc, mais quand vous regardez en 90 jusqu'à 97, on a connu le même triumvirat fatal. On a eu le cardinal Moussengo, alors Monseigneur Moussengo, on a eu le maréchal Mobutu, et puis on a eu Etienne Tshisekedi. Quand ces trois-là étaient ensemble, le pays allait bien, le dollar descendait, et puis dès que ça clashait, on est arrivé à l'AFDEL. Quand l'AFDEL arrive, donc on reprend un peu. Donc, et pour revenir au professeur Malouaka, il a dit pour la révolution de l'intelligence, c'est-à-dire, souvent nous parlons du Congo seulement à cause de nos richesses. Le sous-sol, il faudrait que encore aussi, nous avons vraiment les statistiques de ces richesses-là. Mais il a dit non, demain c'est l'intelligence, c'est notre capacité d'innover, notre capacité de vendre notre matière grise. Vous voyez, aujourd'hui, si nous avons suivi seulement ces quelques déclarations de politique générale de la conférence nationale, ces leçons des maîtres, peut-être on ne serait pas arrivé là où on est arrivé aujourd'hui. Voilà, c'est en fait ce que nous allons faire. Et si c'est possible, Monsieur Norbert Poutou, si vous avez un micro ou je sais pas de headphone, headset, tout ça, c'est mieux pour éviter qu'il y ait peut-être de retour de votre côté. Mais si c'est possible pour la qualité, vous savez, ce que vous dites est très, très important et je n'aimerais pas que nos auditeurs et nos téléspectateurs puissent manquer même pas un mot de ce que vous allez nous déployer, nous délivrer ce matin. Alors, Norbert Poutou, c'est comme si vous voulez nous dire que le plus grand problème en RDC, c'est juste l'inattention au passé. C'est comme si nous sommes un peuple qui oublie vite, qui n'a pas un regard, qui ne fait pas un regard particulier vers son passé, vers les événements du passé, afin d'être mieux préparé aux exigences d'aujourd'hui. Est-ce que je suis dans la bonne voie? Oui, vous êtes dans la bonne voie parce que l'histoire, il y a certains mots contraires à l'histoire. Et il y a par exemple l'amnésie. Nous avions fait, on a eu une émission avec le professeur Eli Kiambokolo, grand historien, qui a dit il y a cette amnésie collective. C'est-à-dire que, pourquoi cette amnésie collective? C'est puisque après l'amnésie collective, l'histoire est parfois faite d'apocryphes. Et notre histoire du Congo est pleine d'apocryphes. Le comble, c'est que personne n'interroge ces apocryphes. C'est comme si on vous dit, il y a eu l'évangile de Judas. Oui, l'évangile de Judas. Donc, prenez dans notre histoire, on vous parle par exemple du livre d'or de Gizenga. On n'a jamais vu. On vous parle, par exemple, et j'ai créé un article dans le temps. Le doctorat de Etienne Tshisekedi. Toutes ces choses-là, il faut les approfondir. J'ai écrit un article, je fais une analyse dans Congo Vision. Vous savez ce que nous avons aujourd'hui dans la rumba congolaise moderne, la civilisation des Mabanga, ou les dédicaces. C'est-à-dire que nous sommes dans une civilisation, dans un phénomène de société, dans une société de phénomènes. Prenez seulement la liste de tout ce qu'on nous débobine comme les pierres qu'on lance. Vous savez que le Mabanga, quand on lance les pierres quelque part, pour que les pierres puissent faire du bruit, il faut qu'elles tombent sur des tonneaux vides. Donc, on vous dit qu'il y a un monsieur-là qui s'appelle Hymne National. Un autre, il est Fonds monétaire international. On dit qu'un autre, il est le haut sommet. Il a le terminal A. Il y a le quai d'Orsay. Mais prenez tous ces épithètes, tous ces attributs. Il y a même de Magellan. Il y a même de Magellan, de Diego Cao. Mais c'est-à-dire qu'on est, ces messieurs-là, vous voyez par exemple avec la crise du coronavirus qu'on a actuellement, partout au monde, on voit que les riches sont en train de contribuer dans leur pays. Mais tous nos riches-là qu'on citait, on nous dit qu'un autre là, c'était le pacificateur. Est-ce que c'est vraiment le pacificateur? Donc, comprenez qu'on est resté un peu dans ces apocryphes-là. Et personne n'entre en profondeur
pour interroger ces apocryphes. Donc, alors, si, et c'est ça l'histoire, lorsqu'on ne apprend pas des leçons de l'histoire, on refait ses erreurs. Voilà. Donc, voilà là où nous sommes aujourd'hui, alors on aurait pu éviter ça. Alors, voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes avec Norbert Poutou, journaliste, écrivain. Aujourd'hui, on va vraiment faire une rentrée dans l'histoire pour essayer de comprendre certaines choses qui sont les causes métaphysiques de choses que nous voyons aujourd'hui. Alors, faisons maintenant un retour dans cette histoire. 1482. Officiellement, Diego Cao débarque au Congo, commence ipso facto les premiers contacts officiels entre le Royaume Congo et l'Occident. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette époque et bien sûr en le reliant avec l'histoire d'aujourd'hui? Oui, on prend toujours, on commence l'histoire à partir de là. On dit 1482 ou officiellement 1483. Parce que alors qu'on sait qu'il est arrivé en 1582 sur la borne qu'il a plantée à l'embouchure du fleuve Congo, c'est 1483. Mais on croit au moins qu'il est arrivé en 1482, mais officiellement il a laissé 1483. Mais en fait, le Congo ne commence pas là. Et il est venu voir un Congo qui existait. Il est venu voir ou un peuple congolais qui existait. C'est comme ça que je mets le titre, le sous-titre de mon livre, c'est l'autre Lumumba, Peuple du Congo, histoire, résistance, assassinat et victoire sur le front de la guerre froide. C'est-à-dire quoi? Très souvent, on oublie une chose quand on arrive au Congo. On oublie le peuple congolais, le peuple du Congo qui a existé. Donc, quand Diego Cao est arrivé, autour de ces années-là où l'Occident était en quête des ressources naturelles et ils vont les chercher à travers le monde. Nous sommes un peu au début de la révolution industrielle. Il faut chercher ce qu'on n'a pas chez soi, aller le prendre chez autrui, de gré ou de force. Donc, les Occidentaux viennent, ils descendent vers l'hémisphère sud de l'Afrique parce qu'avant ça, on n'avait pas beaucoup d'écrits, on ne savait pas, c'était un continent pratiquement un peu mystérieux, vide. Il n'y avait que les Grecs et les Égyptiens qui mentionnaient quelque chose, mais pas tellement grand-chose. Donc, le premier vraiment à descendre, c'est Diego Cao, qui arrive et trouve il était en train de loger la côte de l'Atlantique lorsqu'il a été attiré par ce début de ce grand fleuve. Et il s'est dit, mais c'est comme ça qu'il vient accoster. Et quand il vient accoster, il vient se rendre compte qu'en fait, il est à l'entrée d'un grand fleuve que les autochtones eux-mêmes appelaient Nzadi, fleuve, grand fleuve. Et là, il va entrer pour la première fois en contact avec les Congolais du Royaume Congo. Et il va trouver un royaume organisé. Alors, maintenant, c'est là où ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que à cause de Diego Cao, non pas seulement que le royaume Congo va devenir le Mbanza Congo, avec comme capitale Mbanza Congo, va devenir un royaume chrétien, hein, et la capitale va être débaptisée en San Salvador, mais il va avoir des relations diplomatiques entre le royaume Congo, le Portugal et même le Vatican. Maintenant, si le royaume Congo pouvait s'échanger des ambassadeurs avec le Vatican, avec le Portugal, qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire que l'organisation qu'il a trouvée en arrivant, il a trouvé une organisation qui était la même chose que l'organisation qui était au Portugal, parce que sinon on n'allait pas changer d'ambassadeur. Ouais. Donc voilà, donc, et quand ils viennent dans ces royaumes-là qui vont christianiser, après, il va y avoir un autre événement. C'est l'exploration de l'Amérique par Christophe Colomb. Quand un autre Européen va découvrir, entre guillemets, le mot n'est pas très juste, parce que découvrir ce continent-là existait, il y avait des gens qui étaient là. C'est comme ça que j'utilise chaque fois le mot explorer. Quand il va explorer l'Amérique et que les Occidentaux en quête des terres, et ça va toujours revenir. Ouais. Rappelez-vous, il y a la recherche des ressources et la recherche des terres.
Aujourd'hui, il y a un ami, je vais revenir sur lui, docteur Florent Poumou, c'est lui d'ailleurs qui m'a inspiré à réécrire ce livre. Il a dit, si nous ne faisons pas attention, lorsque nous allons rentrer au pays, nous de la diaspora, nous ne trouverons plus nos terres. Nos terres seront déjà achetées avec des gens qui auront des titres. Et un ami somalien m'a dit la même chose. Vous imaginez que la Somalie n'existe plus depuis 1990 avec la chute de Siad Barre. Mais pensez-vous qu'entre-temps, ce pays-là, c'est un vide? Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que la Somalie a l'une des plus longues côtes océaniques. Donc, mais il y a tous les bateaux de pêche occidentaux qui y sont. Et quand on va rentrer, on risque de ne plus avoir nos terres. Donc, les Occidentaux vont aller en Amérique pour exploiter les terres américaines. Et là, ils avaient besoin d'une main-d'œuvre. Donc, ils vont vite venir en Afrique. Donc, on va commencer la traite négrière qui va saigner l'Afrique. Et la traite négrière a commencé avec le royaume Congo. Et le roi congolais qui était devenu, le monarque, le Mani Congo qui était devenu chrétien, va se dire, mais si c'est comme ça, la religion en question que vous nous apportez, après avoir écrit, après avoir fait des protestations, bon, ils vont balancer la religion chrétienne en l'air, ils vont revenir aux pratiques ancestrales, et bon, voilà comment, et tout ça, ça va continuer un peu jusqu'en 1885. Ouais. Cette guerre entre un peuple qui vient envahir un autre, qui vient exploiter un autre. Donc voilà. Mais comme je dis, il ne faut pas oublier que sur ce territoire-là, il y avait déjà un peuple qui vivait. Et puis, rappelez-vous, parmi les explorateurs, un des grands explorateurs africains, c'est Henry Morton Stanley, qui lui, il est le premier à traverser l'Afrique centrale de Zanzibar, de Bagamoyo, un peu au large des Zanzibar, à côté des Zanzibar, jusqu'à Boma, à 3 ans de voyage. Quand il arrive pratiquement à l'actuel Kisangani, il pose la question, on lui dit, ce grand fleuve s'appelle Ibadi Congo. Donc, les gens qui se trouvaient au-dessus vers Kisangani, nommer ce fleuve-là avec le même nom que ce qui était à l'embouchure, c'est qu'il y avait, il faut se le dire, il y a une communication dans le fleuve. On sait que les pêcheurs, chaque fois quand il y a la saison sèche, ils vont pêcher, ils descendent le fleuve. Parfois, certains se marient, ils restent là, d'autres rentrent. Donc, il y avait déjà un échange de ces gens-là, se connaissaient. Donc, ces royaumes-là existaient. Et c'est comme ça que le professeur Chaoumba de l'université de Lubumbashi, qui a été reçu par le professeur Dikiam Bokolo quand il faisait des émissions à RFI, il a écrit ce livre-là, Unis par les sorts. En fait, il y a une réalité qui existe, c'est le Congo. Le Congo, on peut dire que c'est le fleuve qui nous unit un peu. Donc, toute personne qui arrive au Congo trouve que le Congo existe. Donc, le Congo n'est pas né de la volonté d'un individu, d'un explorateur, de Diego Cao, de Henri Morton Stanley ou de Léopold II. Non, non, non. Le Congo existait. On vient le trouver, on vient l'exploiter. Donc, ici, vous voulez dire aux Congolais d'être fiers de leur histoire, de leur civilisation, que nous existions même avant l'arrivée des Occidentaux. Nous existions avant l'arrivée des Occidentaux et nous avions des royaumes organisés. Politiquement, administrativement. Administrativement. Et même commercialement, avec les échanges. J'ai un frère qui travaille à la Banque mondiale et qui fait beaucoup de voyages au Botswana. Le Botswana, c'est le seul pays africain le mieux géré après son indépendance. Jamais de coup d'État, les matières premières sont vendues sur place. Mais quand vous regardez ce pays-là, qu'est-ce qui fait Botswana? Ils ont intégré dans leur constitution moderne la gestion traditionnelle de leur pays. Donc, il y a par exemple cette culture au Botswana. Quand vous terminez votre mandat, vous n'attendez pas celui qui vient vous remplacer, vous faites une fête. Donc, on fait une fête, c'est comme qui aurait dit chez nous, on faisait une fête de divorce. Non, quand vous terminez votre mandat, vous faites la fête, vous partez. Mais regardez un peu nos traditions, nos cultures,
nos entités, comment est-ce qu'ils étaient gérés. Il y avait, bon, moi qui ai eu la chance ici de fréquenter la famille royale britannique, j'ai remarqué que dans nos cultures, on a la même chose. Il y a le roi, il y a la reine, il y a les princes, il y a les princesses, il y a les comtes, il y a les comtesses, je prends seulement chez les Bassakata, là où je suis originaire. Vous avez les Moujou, vous avez le Monkajou, vous avez l'Nkomambe. L'Nkomambe, c'est un seigneur, mais c'était l'Mbianchou, un inviolable, et tout ça a été bien réglementé. Le pouvoir, il y a une différenciation, par exemple, entre le Moujou qui gère les hommes et Mbe qui gère la terre. Le Mbe qui gère la terre ne gère pas les hommes. Le Moujou qui gère les hommes ne gère pas la terre. Et quand les redevances prélèvent, quand quelqu'un tue, par exemple, un animal, c'est lui qui prélève les redevances, il prélève pour l'autre. Donc, il y a ce partage du pouvoir. Et le gars qui gère le pouvoir, qui gère la terre ou qui gère les hommes, il sait que ce n'est pas son pouvoir, c'est le pouvoir de sa mère ou de sa grande sœur. Donc, cela veut dire quoi? Il sait que moi, je ne suis qu'un gestionnaire, je ne suis qu'un légat. Donc, donc, nos pays étaient ainsi bien organisés. Et donc, si nous pouvions interroger la gestion de nos pays, eh bien, si nous pouvions intégrer ça dans nos constitutions, je crois qu'il y avait moyen qu'on ne soit pas dans la merde d'aujourd'hui. Regardez, l'écriture mathématique du monde est née à partir de ce qu'on appelle l'os du Shango au nord-est du Congo. Donc, les mathématiques que nous utilisons aujourd'hui, quand nous disons que ce sont les mathématiques européennes, ce ne sont pas les mathématiques européennes. Ça venait de chez nous, c'est remonté par le Nil, c'est arrivé ici, et puis c'est revenu chez nous encore par le Nil encore. Donc, ce n'était qu'un retour. Et pour comprendre ça, comprendre ça, prenez un peu l'histoire de la Bible. Quand Pharaon, avec Moïse, quand Moïse arrive chez Pharaon, il raconte des histoires, il raconte, pour prouver sa puissance, il prend sa baguette, il jette ça par terre. Sa baguette se change en serpent. Pharaon, qu'est-ce qu'il a regardé? Il a ri. Il a appelé aussi ses prêtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la même chose. Ils ont répliqué. Donc, c'est pour dire que nous avons une certaine façon de nous organiser. Prenons par exemple, vous savez que chez nous, le sang humain est sacré. Le sang humain, on ne peut pas verser le sang humain pour rien. Le mariage est sacré. Quand vous allez quelque part, on vous dit, faites attention, ne prenez pas une femme d'autrui, sinon vous allez mourir. Et quand vous allez, ne prenez pas l'argent d'autrui, ne volez pas l'argent qui appartient à la communauté. Ces choses-là, si on avait intégré ça, je crois qu'on serait un peu loin. Voilà, merci beaucoup pour cette belle leçon d'anthropologie positive, c'est-à-dire des informations qui reviennent de notre histoire, de nos cultures, des informations importantes, lesquelles peuvent être utilisées aujourd'hui pour la bonne marche du pays. Alors maintenant, nous allons entrer spécifiquement à l'écriture de votre livre. Au début, au préambule, je vous ai posé la question, qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire ce livre que vous avez donné finalement le nom de l'autre Lumumba. Bon, on connaît déjà beaucoup sur Lumumba, grand leader congolais, un des pères de l'indépendance, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, c'était même le sang chaud de ces pères de l'indépendance, parce que c'est lui qui avait l'aura, c'est lui qui parlait, c'est lui qui galvanisait les populations. Tout est connu de Lumumba jusqu'à sa mort tragique alors qu'il essayait de s'évader vers la province orientale. Quels sont les éléments nouveaux et avantageux que vous avez pu déceler et qui vont peut-être être utiles à la bonne marche de notre société? Bon, disons, d'abord, je ne suis pas un historien, je suis un amoureux de l'histoire seulement, je ne suis pas un historien, mais je me fais le disciple des grands maîtres de l'histoire de chez nous. Je me fais le disciple du professeur Isidore Ndaiwel, Eli Kiambokolo, et puis le professeur qui a préfacé mon livre, Alfred Tumba,
Shongo Loko, le professeur Joseph Kizerbo que j'ai rencontré, Thomas Kanza, que j'ai lu le livre Conflit du Congo depuis que j'avais l'âge pratiquement de 15 ans. Donc, j'ai appris mon anglais avec ce livre-là. Ouais. Donc, je faisais des émissions à la radio catholique Ilikia, là où j'étais journaliste en 1995, lorsque le père directeur Ado Falconi me demandait pour le 17 janvier 95 de réaliser une émission sur Patrice Lumumba. J'ai essayé, après une semaine, c'était un vide. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de documents sur Lumumba. Et j'ai essayé alors de faire un micro-baladeur, d'approcher ceux qui se disaient être des Lumumbistes. Vous savez, en 1995, on est à la fin de la conférence nationale, il y a trop de partis Lumumbistes. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens qui se disaient des Lumumbistes n'étaient que des Lumumbistes des noms. Ils avaient fait comme ce que, j'ai dit ça aussi dans mon livre, le colonel Omer Djembe, qui est le papa de mon ami qui vit ici au Royaume-Uni, Patrick Djembe, quand j'ai parlé avec lui, il a dit, oui, fils, les gens ont fait de Lumumba un fonds de commerce. Effectivement. Donc, les gens avaient fait de Lumumba un fonds de commerce. Il avait trop de partis lumumbistes qui n'étaient des lumumbistes que des noms. Alors, quand je posais la question, par exemple, le discours de Lumumba du 30 juin, les gens n'avaient que des extraits. Quand je posais la question, par exemple, la dernière lettre de Lumumba à son épouse Pauline, les gens n'avaient que des extraits. Alors là, je me suis dit, mais il y a un problème. Donc, je suis rentré expliquer au père, il m'a dit, bon, tu dois maintenant faire un micro-baladeur. Je fais un micro-baladeur encore, mais là, je vais me rendre compte qu'il y a une chose et son contraire. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont en train de défier Lumumba, mais il y a certaines personnes qui les jettent dans la poubelle, qui disent toutes nos misères aujourd'hui, c'est à cause de Lumumba. Et je rencontre certaines vieilles personnes des années des indépendances, dont Jamais Koulonga, Jean Lema, mais quand ils vous parlent de ces années des indépendances, mais c'est incroyablement, c'est vraiment un tableau pittoresque. Mais il faut quand même vous poser une question en passant. Vous savez que à cette époque, il y avait quand même des écoles pour l'indépendance. Il y avait l'école lumumbiste qui voulait l'indépendance maintenant sans condition, et il y avait d'autres, notamment Paul Bolia, qui soutenait une indépendance graduelle. Mais c'est Lumumba, avec sa popularité, a pris le devant. Et c'est pourquoi nous avons eu cette indépendance en vitesse. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, 60 ans presque après, parce que c'est le mois de l'indépendance, justement, quelles sont les leçons que vous avez tirées de ces deux écoles, de l'indépendance graduelle et l'indépendance maintenant? Ce vide-là, c'est ce vide-là qui m'avait poussé à d'abord rassembler tous les textes de Lumumba. J'ai rassemblé tous les textes de Lumumba et ceux que je pouvais retrouver, et pour combler ce vide-là, pour apprendre ces leçons-là. Et comme vous dites, vous parlez bien de ces deux écoles. En fait, il faut dire, quand vous parlez, il y a l'école de l'indépendance immédiate, hein. Oui. L'école de l'indépendance immédiate a été est devenue après l'école Lumumba, alors que ça a été d'abord l'école de la Bako. C'était la Bako qui était le premier parti politique qui venait avec l'indépendance immédiate. Alors, de l'autre côté, on avait les évolués. Oui, on avait les évolués, dont Boléa et les autres qui, et pour comprendre la position, je commence d'abord par la position de ceux qui voulaient l'indépendance graduelle. Regardez, nous avons les pères de la négritude, hein? Aimé Césaire, la Martinique. Est-ce que la Martinique, quelle est la différence entre l'indépendance de la Martinique et celle du Sénégal? Les deux pères de la négritude. Au Sénégal, on a eu l'indépendance immédiate. En Martinique, on a eu la départementalisation. Et posons-nous la question, juste 60 ans après l'indépendance, qui ont raison, qui ont gagné. C'est-à-dire qu'il fallait aller graduellement, il fallait trouver, et c'est cette erreur-là que nous commettons jusqu'à aujourd'hui. C'est que nous n'avons pas
nous ne formons pas des gens qui doivent gérer demain. Je prends l'exemple aujourd'hui parce que là, je vais répondre à un ami qui me posait la question, qui a un parti politique à Kinshasa. Qui est-ce qu'on doit soutenir aujourd'hui? Attendez, nous devons aujourd'hui au Congo aborder la situation britannique où on sait que il y a un premier ministre avec un gouvernement, mais il y a un chef de cabinet, l'opposition, qui est aussi tout un gouvernement en attente. Donc, on sait que s'il y a élection demain, voilà celui qui, si c'est l'opposition qui gagne, voilà celui qui deviendra premier ministre. Si c'est le pouvoir actuel, c'est le... Donc, on doit arriver là. Oh, on n'est pas arrivé dans cette chose-là. Thomas Panza dit qu'il a accompagné Boli Tango en 1957 au Palais Bourbon, qui est le Parlement français. Ils sont allés visiter qui était là? On a eu les Amadou Diori, Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor, Sékou Touré. Donc, ces personnes-là étaient déjà des députés français et même des ministres. Alors, vous comprenez, quand ces gens-là viennent prendre l'indépendance, ils savent déjà comment gérer. Alors que chez nous, on n'avait pas tout ça. Un des livres de l'histoire actuellement au Congo, c'est celui de mon ami David Frédéric, Congo, une histoire. Ce puzzle-là, c'est allé tellement très vite que même Lumumba, après, qui était, parce que a dû arracher comme ça l'histoire de l'indépendance immédiate. Comment ça? En 1900, tout commence un peu en 1955. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a le mouvement des indépendances partout. Et en 1955, un professeur belge, Van Bilsen, écrit, il dit, il faut penser à l'indépendance du Congo dans 30 ans. Le 30 ans de la décolonisation du Congo. C'est-à-dire qu'on va former les gens comme ça, on va étape par étape. Et il y avait à l'époque, nous sommes en 55, mais déjà en 54, nous avions déjà eu l'université Lovanium, qui était l'une des plus prestigieuses universités catholiques au monde. Et là, le cardinal Maloula, qui était alors l'abbé Albert Maloula, qui était le premier curé noir de Christ-Roi, il avait formé une équipe qu'il appelait Conscience africaine. Donc, des évolués qui n'avaient pas eu la chance d'aller à l'université, et on faisait descendre les professeurs d'université pour qu'on puisse leur donner des cours du soir. Alors, en ayant lu le plan de 30 ans de la décolonisation de Van Bilsen, les évolués des consciences africaines vont écrire un manifeste qui était juste un petit document. Et ça, nous allons aussi revenir sur ça. Imaginez-vous que 60 ans passés, nos évolués qui n'avaient pas fait des universités écrivaient des manifestes. Ici au Royaume-Uni, par exemple, tout parti politique, quand vous avez aux élections, on va avec le manifeste. Est-ce qu'aujourd'hui, nos partis politiques aujourd'hui nous montrent les manifestes? Est-ce que l'alliance aujourd'hui qui est au pouvoir cache FCC, si alliance il y a? Est-ce qu'on nous a montré le manifeste de leur alliance? Alors, comment voulez-vous que nous puissions les évaluer? Donc, voilà. Donc, les évolués vont écrire le manifeste pour dire non, nous, on veut l'indépendance, hein, et pour que ça puisse réussir, nous voulons que les Congolais soient aussi associés à cette réflexion. Mais la BACO va répliquer directement avec Kassavou, qui était l'un des premiers bourgmestres de la ville. Ils vont répliquer avec le contre-manifeste de la BACO, qui est un petit document d'une page seulement pour dire nous, on veut l'indépendance maintenant. Donc, voilà. Maintenant, il va se passer une chose. 1958, ça va changer un peu en Belgique. En 58, on va avoir l'exposition universelle de Bruxelles. Et des Congolais vont venir à cette exposition. Ils vont, ils vont comme ça rencontrer d'autres personnes. Ils vont voir comment le monde est en train d'évoluer. Et là, les évolués qui étaient venus à l'exposition universelle autour du cardinal Maloula se décident de créer alors un parti politique. Le parti qui va devenir une MLC. Donc, au retour, parce qu'il avait déjà la BACO, qui est un parti politique à caractère tribal. Alors, tous ces évolués qui venaient pratiquement de tous les pays ont dit, nous, on va créer un parti nationaliste.
Ce sont eux qui, au retour, vont créer le MNC. Mais quand ils vont créer le MNC, il va y avoir un outsider, quelqu'un venu de l'extérieur, c'est Patrice Lumumba, qui venait de Stanleyville, qui a eu se démêler là où il travaillait dans la poste, qui est arrivé à Léopoldville, mais qui était un homme qui aimait beaucoup s'instruire, qui était un tribun de la peuple parce qu'il parlait bien. Et il vient à l'exposition universelle, il rentre, il commence à côtoyer les évolués, parce qu'à ce moment, il n'était pas encore évolué. Il commence à côtoyer le jeune Mobutu qui venait de la force publique et qui était un des journalistes noirs à l'époque, qui vraiment. Alors, le jour de l'élection du président du MNC, Lumumba vient aussi, il adhère à ce parti. Et là, c'est comme ça qu'il sera élu président d'une façon. En fait, il y avait deux candidats. Maintenant, tous les évolués qui étaient des grands messieurs ne voulaient pas gérer le parti. Ils voulaient prendre le secrétariat du parti parce que, vous voyez un peu le modèle britannique, c'est le premier ministre qui gère, n'est pas le président. Donc, ils ne voulaient pas prendre la présidence. Donc, de ces deux candidats dont Lumumba, ils étaient sortis en ex-aequo. Lumumba était venu avec un de ces jeunes gens. Alors, on a dit, bon, parce qu'on est à égalité de voix, le jeune homme-là doit donner aussi une voix. Et il a mis le nom de Lumumba. C'est comme ça que Lumumba est devenu par hasard le président du MNC, qui était le parti d'autrui. Et ça va expliquer toutes les crises qu'on va vivre dans les MNC. Parce que Lumumba, c'était un outsider. Il n'est pas quinois ou les Paul-Villois, comme on disait à l'époque. Mais il vient maintenant entrer dans un parti d'autrui. Il va avoir l'indépendance du Ghana en 1957. Et le Ghana va organiser en octobre 1958 la première conférence panafricaine, voilà, à laquelle Lumumba, donc, celui qui était déjà connu au Ghana, c'était Kasavubu. Mais pas ce Kasavubu, il y avait Kasavubu, Diomi et puis Ngalula qui étaient invités. Et Lumumba, quand il revient de Bruxelles, les milieux gauches belges trouvent que ce type-là, il est intéressant pour nous. Et c'est eux qui font tout pour que lui aussi soit invité à Accra. Mais parce que Kasavubu, c'était l'homme de l'indépendance immédiate, les Belges ont tout fait pour que Kasavubu ne puisse pas aller. Donc, quand ils arrivent là à 4, parce qu'il y avait aussi un mouchard, un métier d'El Koya qu'on avait aussi mis pour un agent de la CIA pratiquement pour surveiller les évolués, les trois qui sont allés, en arrivant à Accra, à cause du vide de Kasavubu qu'on attendait qui n'était pas là, Lumumba, qui était le président du MLC, a pris le devant des choses. Donc, il va s'imprégner de tout ce que disaient les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, les Tom Mboya, les Josso Nkono. Il va rencontrer tous ces leaders africains pour la première fois. Donc voilà, lui qui revient maintenant, il va tenir pour la première fois, le 28 décembre 1958, un premier meeting politique à Kinshasa devant 7000 personnes à la commune de Kalam. Donc, quand il tient ce meeting-là, il vient rendre compte de tout ce qu'il a appris, il a entendu à Accra. Donc, l'indépendance, c'est un droit des peuples. Mais il ne dit pas l'indépendance immédiate. Il dit, nous devons être indépendants. Voilà. Donc, voilà un peu comment les choses vont évoluer. Donc, pour revenir à la question, j'ai posé cette question-là à Bomboko plusieurs fois. Au patriarche Bomboko, père son âme, il a dit, bien sûr, nous étions peut-être trop jeunes pour demander l'indépendance immédiate, mais il dit, la liberté n'a pas de prix. Il dit, si vous aviez été fouetté par les colons, si vous avez été insulté macaque par les colons, à notre place, vous allez aussi réclamer l'indépendance. Bien sûr, nous ne l'avions pas bien géré, mais c'est vous maintenant. 60 ans après, et c'est ça que je dis, si 60 ans après, nous continuons toujours à blâmer les pères des indépendances, non, nous sommes blâmables. Parce qu'on va dire que c'est le procès que nous venons de voir actuellement, qui se déroule, et ces millions, quoi, on va dire que ce sont les Lumumba, les Kasavubu, les Bomboko, qui ont dit aux gens qu'il faut voler comme ça.
Non, mais Donc, nous ne blâmons pas. Justement, le but de notre invitation, c'est que vous avez des exemples historiques que vous avez dit vous-même qui peuvent nous, nous aider à prévenir certains dégâts comme nous le voyons aujourd'hui avec la RDC qui est presque devenue la lanterne rouge des nations en termes de développement, doing business, taux de pénétration d'Internet, taux de pénétration de l'eau ou de l'électricité. Tout ça, ce sont des choses que nous voulons revoir. Mais dans notre anthropologie, dans notre façon de faire des choses, les éléments cruciaux qui ont joué des rôles divers dans notre dans le démantèlement ou dans la destruction de notre pays. C'est la raison pour laquelle je vous ai invité aujourd'hui, pour que vous parlez de ces choses, des similarités, que vous voyez les mêmes erreurs qui ont été commises dans le passé, les mêmes erreurs qui se répètent aujourd'hui. Et je sais que vous vivez dans un pays anglophone où on dit pratiquement if you do something the same way, expect a different result. C'est la définition de la folie, c'est selon les anglophones. Répéter la même chose avec les mêmes éléments, la même méthodologie et s'attendre à un résultat différent. Et aujourd'hui, nous voulons priver notre peuple de cette façon-là de voir les choses, de répéter les mêmes. Alors, quelles sont les grandes similitudes historiques que vous voyez aujourd'hui, mais qui ont déjà été vécues dans le passé? Pour revenir à Lumumba fait un peu la symbiose des deux. Pourquoi? Lorsqu'ils arrivent à la table ronde, parce que pour préparer cette indépendance, en fait, on est allé de la colonisation à l'indépendance sans transition. Première erreur. Non pas seulement qu'on n'a pas eu les personnes qu'il faut, mais on est allé sans transition. Donc, après le meeting de Lumumba, le 28 décembre 58, la BACO va décider, parce que la BACO se rend compte que un parti qui venait de se créer, leur bouffe pratiquement la popularité à Léopoldville, où il y avait le 60% des Bakongo. Donc, la BACO se décide une semaine après d'organiser un grand meeting à Kinshasa, à Léopoldville, pour montrer que nous, c'est un peu comme la guerre Wenge dans les temps. Et moi qui couvrais cette guerre pour la radio catholique, c'était intéressant parce que quand Wenge de Werason jouait, vous voyez les gens de JB aller au stade. Pourquoi? Ils vont eux-mêmes aller voir ceux qui peuvent Werason dans la salle plein, s'il a fait le plein. Quand Werason joue, les gens, c'est l'inverse. Donc, la BACO fait le même. Il dit comment est-ce que le MNC peut venir nous arracher la popularité chez nous à Léopoldville? Ils doivent organiser leur meeting le 4, malheureusement. Et là encore, on va avoir beaucoup d'éléments, ce que le père Léon de Semoulé appelle des éléments d'environnement, des choses non pas prévues, comme ce que nous vivons actuellement. C'est-à-dire quoi? Parce qu'on n'a pas, schématisé les choses. Il y a les imprévus qui prennent le devant. Comme aujourd'hui, ce sont les imprévus. Parce que les gens qui sont arrivés au pouvoir sont arrivés au pouvoir par hasard. Parce qu'ils sont arrivés au pouvoir, c'est pendant qu'ils sont au pouvoir qu'ils cherchent à gérer. Non, on ne gère pas comme ça. C'est avant d'arriver au pouvoir qu'avec votre manifeste, on sait déjà que quand vous allez devenir, quand vous prenez le pouvoir, les 100 jours, qu'est-ce que vous allez faire? Mais non, c'est les gens, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ne savaient même pas qu'ils allaient arriver. Imaginez-vous comment est-ce qu'on a formé le cash. Les gens se sont retrouvés à Genève avec la Mouka. Et la Mouka, on a dit, on allait avoir une transition de 2 ans. On a refusé cette transition-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On trouve que si on avait suivi cette transition-là, on serait un peu évolué. Parce que l'histoire de Genève venait corriger l'histoire des crises des indépendances où on passait de la décolonisation à l'indépendance sans transition. Donc, je reviens. Qu'est-ce qui s'est passé? On va avoir le 4 janvier, à cause d'un match de football qui s'était où le Vita avait été battu par Mikado,
Et surtout que c'était, nous sommes au début du mois de janvier, la lettre de permission écrite au bourgmestre est arrivée, la réponse est arrivée en retard. La BACO n'a pas eu le temps de dire à ses membres que la réunion n'a plus lieu. Parce que le bourgmestre a dit, bon, en tout cas, ça sera pendant les fêtes. Si vous-même vous êtes sûr que l'ordre sera maintenu, OK. Sinon, alors la BACO a calculé ce matin, elle a dit non, 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 on ne peut pas, on va changer ça. Mais les gens, ils n'avaient pas les facilités qu'on avait aujourd'hui de communiquer tout le monde. Donc, les gens commençaient à flouer. Quand les gens de la BACO sont venus leur dire qu'on n'a plus de meeting, les gens sortaient du stade. Et c'est dans cet imbroglio-là qu'un policier, un haut gradé qui venait là avec son arme, parce que lui, il était dans la réunion où on disait, bon, il faut aller voir la manifestation de la BACO. Mais il n'avait pas su que la BACO a dit que sa manifestation n'a plus lieu. Il arrive sur les lieux, quand les Noirs voient un commandant de police arriver, mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Les gens étaient déjà surchauffés. Il dit, non, je viens pour le meeting. Oh, donc le meeting a lieu. Il dit, mais oui, le meeting a lieu. Alors les gens qui partaient sont revenus, mais ils ne sont pas revenus seuls. Ils sont revenus avec les badauds qui ont perdu leur match. Et là, la BACO qui arrive pour repousser les gens, Kassavou avec sa petite voix qui ressemblait à un petit oiseau, n'arrivait pas à contenir les gens sur la place de YMCA, qu'on appelait l'IMCA. Donc, à la fin, les gens vont se fâcher et les gens vont mettre la ville sans dessus-dessous pendant 4 jours. Et ce syndrome-là du 4 janvier, ça n'a pas commencé le 4 janvier. Toute la colonisation, depuis, j'ai parlé de la traite négrière, mais la traite négrière, et c'est là où il y a une différence, c'est ça que j'ai dit dans mon livre. Nous-mêmes, Africains, le Lumumba dit ceci dans sa lettre à Pauline, que l'Afrique doit écrire sa propre histoire. Hein? C'est dans la différence, quand on parle de la traite négrière entre nous, Africains, et nos amis caribéens, on leur apprend qu'on vous a vendu. Alors que nous, on a appris à l'école primaire que c'était des razzias. Ouais. Vous voyez? Et nous, on nous a appris qu'il y a eu des résistants. Donc aujourd'hui, quand on parle des combattants à Londres ou des résistants, ça commençait déjà quand le blanc est arrivé, il y a eu des résistants. Les gens ont résisté. La révolte de Batété, là, le 2. La révolte de Batété, là, il y a eu des révoltes partout. Les gens, le fait colonial et le fait de la traite négrière n'a jamais été accepté par le Congolais et les Africains. Voilà, touchons aussi autre chose, Norbert Poutou. Parlons maintenant de conflit Lumumba, Kasavubu. Et on a vu Mobutu, Tshisekedi. Aujourd'hui, on voit Kabila et Tshisekedi fils. Et tout ça, ça remonte aussi au passé. Ça remonte au passé, parce que pour dire, quand Lumumba est devenu Premier ministre, quand il arrive à la table ronde, parce que les Belges ont dû, se sont décidés d'organiser une table ronde pour aider les Congolais à l'indépendance. OK. La table ronde, on va réunir les gens à Bruxelles. Il y a eu une table ronde économique avant? Non, d'abord politique et puis économique. Voilà. Du 20 janvier au 20 février et puis l'économique au mois de mai. Mais là, quand on décide de l'indépendance, Lumumba n'est pas là, Kasavubu est sorti de la table ronde fâché. Lumumba est arrivé après, les gens, c'est le jour où les gens ont décidé, le jour de l'indépendance, Lumumba est arrivé. Il trouve que les autres ont déjà décidé de l'indépendance. Bon, avec son aura, il prend ses costumes de l'indépendance immédiate. Et quand il devient Premier ministre, il forme un gouvernement de coalition au retour. Pourquoi? Parce qu'on décide notre indépendance le 25 janvier. Pour une indépendance le 30 juin, on n'avait ni gouvernement, ni parlement, ni sénat, ni monnaie, ni force de police, ni armée, ni... Mais David Van Reybrouck dit c'est un match de football avec 100 joueurs qui se joue en 15 minutes. Attendez, même si vous êtes bon entraîneur ou bon arbitre, est-ce que vous allez réussir? Il fallait mettre en place toutes ces choses-là en 3 mois. Donc déjà, on avait des gerbes de conflit. Maintenant, les Belges vont essayer de jouer. Ils vont voir, ils vont changer maintenant la donne. Ils vont adopter Kasavubu, qui était un catholique, qui était un homme calme. Nous sommes il y a un autre événement important. Et quand nous en tant que Congolais,
nous devons toujours replacer notre histoire dans le contexte global du monde. Le Congo n'est pas un petit continent à part, non. Les éléments du monde ont de l'implication au Congo et vice-versa. La géopolitique, La géopolitique, la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu la guerre froide entre les deux grands, l'URSS et les États-Unis. Chacun voulait avoir des poulains. Et le Congo, parce que le Congo étant le seul pays en Afrique avec 9 voisins, au milieu, rappelez-vous cette phrase de Frantz Fanon qui dit que l'Afrique ressemble à un revolver dont la gâchette est au Congo. Donc, celui qui a la maîtrise du Congo, il a le coup d'œil sur les 9 voisins avec ses ressources, dont l'uranium qui a servi à la fabrication de la première bombe atomique larguée sur Nagasaki et Hiroshima, qui a contribué vraiment à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le Congo devient la ligne de front de la guerre froide. Donc, la CIA va envoyer Devlin, qui est le premier directeur de la CIA, mais les Russes vont aussi envoyer l'élève. Alors, ils vont aller chercher ces politiciens-là. Maintenant, ils vont opposer les politiciens. Ils vont les opposer et aussi ne savaient pas qui c'était, on les opposait. Donc, les gerbes de ce conflit a commencé. C'est comme ça que Thomas Kanza dit qu'on a eu un triumvirat fatal. Parce que les gens qui avaient la maîtrise de la situation savaient ça. Mais ils ont tout fait que ces messieurs-là ne soient pas ensemble. Et nous reprenons la même chose jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Regarde, nous avons 3 forces aujourd'hui politiques au Congo. Nous avons le FCC avec Joseph Kabila. Nous avons Cash avec Félix Tshisekedi. Mais nous avons la Mouka avec Martin Fayulu, qui est dans la position de Lumumba, qui est dans la position de Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Tshisekedi avait remporté les élections, on lui avait arraché sa victoire, comme Martin Fayulu, comme Lumumba, qui avait aussi remporté. Est-ce que vous voyez des similitudes? Donc, on confie le pouvoir à quelqu'un qui ne l'avait pas remporté. On fait des arrangements. Parce que Kasavubu était un président élu par arrangement. Ce n'était pas lui qui devait être le président. C'était Bolikango. Mais à cause d'une histoire d'argent, Lumumba a décidé de ne plus soutenir Bolikango, de soutenir Kasavubu. Donc, voilà un peu comment on arrive au par hasard. Donc, aujourd'hui, on est aussi dans la même chose. Parce qu'aujourd'hui, vous allez minimiser l'impact de la Mouka. Est-ce que je vais poser la question pour comprendre ça? Est-ce qu'on peut minimiser l'impact de Etienne Tshisekedi pendant les années Mobutu et Kabila père et Kabila fils? Non. Parce que vous savez que l'UDPS, pendant la transition, a fait le tour du monde entier pour qu'on n'aide pas la RDC. Mais je veux vous poser aussi une question, Norbert Poutou. Est-ce que dans les positionnements politiques de l'homme politique congolais, on a toujours tendance à voir que le facteur économie a toujours été négligé. Dans ce sens où il y a eu pillage, par exemple, où pratiquement, à cause des émotions politiques, les gens ont décidé d'aller piller, par exemple, la commune de Limete, tous les quartiers résidentiels, tous les business qui furent là-bas n'existent plus aujourd'hui. Est-ce que, quelque part, est-ce que vous pouvez commenter un peu cet aspect-là où c'est comme si l'économie ne fait pas partie du débat politique réel en RDC? C'est la plus grosse erreur. C'est ce syndrome-là du 4 janvier. Non pas seulement quand il y a eu le 4 janvier, on a eu les pillages. J'ai parlé de Tshisekedi tout à l'heure pendant la transition avec l'UDPS. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la transition? Parcourir le monde entier pour qu'économiquement, on puisse asphyxier le Congo. Et ils avaient reçu. Autant de Kabila, père et fils, c'était aussi la même chose. Et aujourd'hui, vous ne pensez pas que la Mouka, ils ont cette force-là de torpiller parce que, économiquement, surtout avec les vols que nous avons vus actuellement, surtout que quand ils sont allés à Genève, des messieurs qui ont signé à Genève que s'ils ne respectaient pas l'accord de Genève, ils n'allaient plus être au pouvoir. Ils sont aujourd'hui au pouvoir.
qui aujourd'hui, d'une façon internationale, peut amener l'argent à ces messieurs-là, sachant que ces messieurs-là renient leur signature. Donc aujourd'hui, la Mouka peut être une grande force économique. C'est ce qu'on avait oublié aussi en 1960. En 1960, comme le dit Thomas Kanza, dans le triumvirat fatal, il y a Lumumba qui politiquement était très fort, il y a Kasavubu qui était un homme calme qui avait la confiance de tous les milieux catholiques et les milieux traditionnels qui géraient le monde, mais il y avait Moïse Tshombe qui était le président de la riche province du Katanga où on avait l'union minière. Donc, vous avez vu que parce qu'on avait, on a racheté Tshombe parce que Tshombe n'avait pas été négligé. Tshombe, dans le livre, mon livre, je mentionne que Lumumba avait invité Tshombe pour en faire un ministre. Mais Tshombe, qui avait déjà acheté par les Belges, a refusé. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? Les gens qui connaissent notre propre force économique nous gèrent de l'extérieur. Je prends un autre exemple. Quand on a commencé la guerre de la Fidèle, on l'oublie aujourd'hui. La guerre de la Fidèle, on nous a dit qu'on a signé un accord qui s'appelait l'accord de Lemera. Alors qu'on sait que l'accord n'avait pas été signé à Lemera, il avait été signé à Kigali. En tout cas, l'interview que j'avais eue avec Enoch Sebinez en présence de Ludo Martins au Grand Hôtel, il nous a dit que l'accord était signé à Kigali. Et d'ailleurs, l'accord était signé alors que la guerre était déjà à Goma. Mais cette guerre-là, on n'a jamais vu cet accord-là. Alors que vous avez vu, quand je parlais de manifeste, que ce soit le manifeste conscience africaine ou le compte manifeste de la BACO, on connaît les textes. Mais on ne connaît pas le texte d'accord de Lemera, comme on ne connaît pas le texte de l'accord de Kingakati. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas connaître le texte de cet accord-là? Parce que c'est la clé du problème. Donc, pour revenir... Donc, c'est toujours la culture de deal en secret, quoi. Alors, le problème de deal en secret, c'est quoi? Tu sais que dans les temps, il parlait de gentleman agreement. Le problème des gentleman agreement, c'est que les vraies personnes, nous sommes un peu comme chez Platon, on parle du mythe de la caverne. Nous sommes un peu dans les théâtres des marionnettes. Donc, le Congo s'est géré depuis l'indépendance comme le théâtre de la marionnette. Les vrais acteurs du pouvoir qui font signer les accords secrets, on ne les voit pas. Et je parlais de la FDL. On a oublié que quand la FDL était arrivée à Lubumbashi, ils ont signé un accord avec une compagnie américaine. Vous vous rappelez? Et à l'époque, Mbanda, qui était de l'autre côté avec nous, disons, décrié ça pour dire non, on ne peut pas signer un accord avec une rébellion. Mais on ne nous a jamais montré cet accord-là. C'était un accord de combien? Et c'était pourquoi? Parce que toute guerre, aujourd'hui, j'ai dit que nous célébrons le débarquement en Normandie. Toute guerre a toujours un budget. Il y a des gens qui doivent mettre la main dans la poche pour financer une guerre. Et ces gens, il faut les payer en retour avec intérêt. Les gens qui ont signé l'accord avec la FDL à Lubumbashi, qui étaient-ils? Qui étaient ces accords-là? Et vous comprenez que quand ils sont arrivés à Kinshasa, Laurent Désiré Kabila, en ayant renversé Mobutu le 17 mai 1997, Tshisekedi a dit, OK, amenez-nous la facture de la guerre. On n'a jamais vu la facture de la guerre. Et c'est pour eux que ce que nous vivons aujourd'hui, nous vivons ces factures-là de la guerre. Donc, voilà. Et pour revenir à l'économie, Ouais. Dans mon livre ici, je mentionne quelque chose et on ne le dit pas souvent. Lumumba, devenu premier ministre, qu'est-ce qui a fait Thomas Kanzaki? Il y a eu 3 universitaires dans le gouvernement Lumumba. Il y a Thomas Kanza, il y a Bomboko et puis il y a André Mandi. Thomas Kanza était le ministre délégué à l'ONU. C'est lui il arrive à l'ONU, il reçoit un télégramme que le premier ministre est en train de venir. Le premier ministre arrive, il envoie Devlin, qui était le directeur de la CIA à Kinshasa. Il était étonné que Lumumba lui envoie quelqu'un pour dire, nous on va envoyer 25 visas. 25 visas pourquoi? Nous on veut aller aux États-Unis. Mais où sont les passeports? Il ne savait pas que pour voyager, les visas se mettent sur le passeport. Donc, Lumumba a voyagé pratiquement avec 30 personnes pour rien. Aujourd'hui, quand nous voyons Félix Tshisekedi, il voyage avec combien de personnes? 250. Quel est l'impact de ces personnes-là? Non, c'est juste... Et ces voyages-là sont toujours prévus. Le monde est arrivé aux Nations à New York. Ce n'était pas prévu. Les gens, on doit se bousculer. Thomas Kanza analyse
Et le voyage a été organisé par un homme d'affaires d'origine suisse, mais qui est américain. Il est venu voir Lumumba. Pourquoi? Il est venu voir Lumumba. Il a mené un contrat, que Lumumba puisse signer le contrat, qu'on puisse lui céder la finalisation du barrage d'Inga. Lumumba lui dit non. Une chose aussi importante doit être débattue au Parlement. Ce type-là lui dit non, il y a des contrats qu'on ne délibère pas au Parlement, tu dois seulement accepter. Alors, pour faire les yeux doux à Lumumba, je t'amène aux États-Unis. Comme ça, tu vas parler aux Nations Unies. Parce que la cacophonie, il y a eu une cacophonie dans le temps, et cette cacophonie existe aujourd'hui encore. Pourquoi? À cause de cette indépendance que nous avons eue le 30 juin non préparée, on va avoir une première crise qui va avoir lieu le 5 avec la mutinerie. Le général qui décide rien de c'est qu'avant l'indépendance égale après l'indépendance. On va avoir un autre fait, la mutinerie de la force publique. On est obligé d'africaniser la force publique. On commence à nommer des gens, on commence à faire sauter des gens. Mobutu qui avait quitté l'armée comme un sergent, on le bombarde, il devient un colonel. Le général Lundula qui était dans l'armée, il devient le général. Nous voyons aujourd'hui des généraux qui ont 27 ans, 28 ans à Kinshasa. Ça, c'est ce qu'on appelle en latin le cursus honorum. On essaie de pas aux responsabilités. Oui, allez-y, finissez. J'ai une très bonne question à vous poser. Donc, voilà. Donc, on va comme ça, on va aller dans cet imbroglio-là. Et dans cet imbroglio de l'indépendance, ça va faire ce que on va se retrouver dans une crise. Le gouvernement n'ayant pas d'armée à cause des Belges, il va appeler l'ONU, les casques bleus. On va avoir la première mission des casques bleus qui vient dans un cafouillage total parce que une armée n'existait pas. Paul Maurice, qui était le ministre de la jeunesse et des sports, il dit, quand nous étions dans l'armée, moi j'avais le grade supérieur à Mobutu. Paul devient le général en chef. En attendant, le général Lundula, qui était arrêté à Jacques d'Hauteville, pour qu'il arrive, il commande l'armée. Donc, maintenant, ces désordres-là, les casques bleus, l'ONU arrive dans ces désordres-là. Mais le casque bleu qui arrive avec le secrétaire général Dag Hammarskjöld, il avait aussi son petit plan dans la poche. Pourquoi? Le petit frère de Dag Hammarskjöld était responsable de la compagnie suédoise qui exploitait le cuivre. Maintenant, John Kennedy, qui devient président en 61, élu en 60, il prend le pouvoir en 60, le 21 janvier 61. Son père dirige la plus grande entreprise qui vend le cuivre en Amérique. Les deux familles vont s'affronter au Congo. C'est lui qui va avoir la maîtrise du Congo. C'est lui, du cuivre congolais, il devient le plus riche. Sans le savoir, l'ONU arrive au Congo dans un imbroglio. Invité par le premier ministre Lumumba, ils vont s'embrouiller avec le premier ministre Lumumba. C'est comme ça que cet Américain, qui veut lui aussi prendre la part du barrage d'Inga, qui avait été financé par les Belges, qui ne vont pas lâcher ça. Donc, Lumumba arrive comme ça aux Nations Unies pour voir le secrétaire général Dag Hammarskjöld. Ça sera un imbroglio. Est-ce que vous vous étonnez qu'aujourd'hui, quand la MONUSCO, la MONUC qui est devenue la MONUSCO, à l'époque, vous savez, il avait combien de personnes, de casques bleus au Congo? 20 000 casques bleus comme aujourd'hui. Ils venaient de quel pays? Des mêmes pays qu'aujourd'hui. Du Bangladesh, de l'Inde, du Pakistan. Mais on a repris les mêmes erreurs. Alors qu'ils ne pouvaient pas faire du travail à ce moment-là. Comment est-ce qu'ils vont faire le même travail aujourd'hui, 60 ans après? Donc, on tombe dans les mêmes crises. Donc, Lumumba qui arrive comme ça aux Nations Unies, il va avoir un dialogue de sourds avec le secrétaire général, parce que le secrétaire général avait son agenda. Mais Thomas Kanzaki assiste à toutes les réunions, il se rend compte le jour où il se dit que le Premier ministre est grillé. Ils arrivent dans une réunion avec tous les banquiers américains. Le Premier ministre Lumumba parle du Congo indépendant, du Congo riche, nos matières premières. Thomas Kanzaki remarque qu'un des banquiers soulève la main, il pose une question à Lumumba. Il dit, mais est-ce que vous savez que
l'uranium congolais, ressources naturelles, est vendu aux États-Unis comme l'uranium belge selon un accord passé entre la Belgique et le Congo. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous êtes devenu indépendant? Thomas Kanza comprend la question. Il dit au Premier ministre en Lingala, il écrit ça dans son livre, il lui dit en Lingala, attendez, ne répondez pas encore à la question pour que nous on puisse mirer. Mais Lumumba, qui était tellement impulsif, répond en Lingala à Thomas Kanza, laisse que je puisse en parler comme ça, l'histoire est finie. Thomas Kanza se dit, c'est que Lumumba va dire, va être une bêtise, pavé dans la mare. Lumumba leur dit, à partir d'aujourd'hui, comme je vous parle, la Belgique n'a pas l'uranium. L'uranium, c'est l'uranium congolais. Nous sommes prêts à vendre ça au plus offrant, à n'importe qui peut venir l'acheter. Oh. Pour comprendre ça, il faut revenir à l'histoire. C'est-à-dire quoi? On devient indépendant. Le ministre de l'Éducation nationale, c'est qui? Pierre Moulele. Et je vous ai dit, la plus grande université en Afrique noire, c'était l'Ovanium. Nous avions, à cause de notre uranium qui avait servi à la fabrication de la bombe atomique, les États-Unis avaient construit le centre nucléaire à l'université de l'Ovanium. Donc nous étions devenus membres de l'énergie nucléaire avant même l'Égypte, avant même l'Afrique du Sud. Et cet uranium a été surveillé par les Américains. Maintenant, le 3, on était indépendant le 30, et Thomas Kanza analyse le premier conseil des ministres, il dit on pouvait s'attendre à tout ce pour voir Pierre Moulele, le ministre de l'Éducation nationale, 4 ans de poste, mais il allait diriger l'Ovanium. C'est la cacophonie. Et ils ont passé le premier conseil des ministres là à discuter. Vous savez quoi? Si les gens qui sont des ministres, les gens qui ne sont pas des ministres appellent des ministres excellence, ok? Mais les ministres entre eux, comment est-ce qu'ils doivent s'appeler? Ils ont passé tout un conseil des ministres. Ils ne savaient même pas qu'est-ce que cela devait dire. Bon, on ferme la parenthèse. Donc, le 3, Pierre Moulele convoque le recteur de l'Ovanium, Monseigneur Luc Gillon. Il le reçoit d'ailleurs dans le couloir du ministère. Il lui dit, d'abord, tu prépares tes valises parce qu'on va nationaliser l'université. L'université catholique. Deuxièmement, lui, vous voyez le centre nucléaire, Pierre Moulele appelait ça la bombe atomique. Il dit, bon, il faut préparer, enlever la bombe atomique à l'université. On ne peut pas la mettre à l'université. Il faut la mener devant le bureau du Premier ministre et pointer la bombe atomique vers la républicaine de la baie Foubert-Youlou, vers Brazzaville. Comme ça, dès que la baie Foubert-Youlou parle, on appuie le bouton et puis cette républicaine-là est pulvérisée. Voilà, merci pour l'anecdote. Mais faute de temps, Norbert, on va revenir avec d'autres épisodes. Je vois vraiment que vous avez des éléments anecdotiques très importants à partager avec les gens qui nous suivent. Mais maintenant, on va un peu atterrir avec juste avec la Chine. La Chine aujourd'hui est venue en Afrique, au Congo également. Comment vous évaluez la gestion de l'arrivée des Chinois en RDC par rapport, on revient en 1482 avec Diego Cao, les autres, les Juifs, les Ndingari qui sont venus aussi vers les années 20-30, tout ça. Comment nous gérons l'arrivée de Chinois par rapport aux leçons tirées de l'histoire? Disons, le problème, c'est nous-mêmes. Ce ne sont pas les Chinois. Si on met du sel dans votre marmite, c'est que vous le voulez. J'ai eu la chance de rencontrer celui qui a aidé la Chine à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Vous savez qui? C'est M. Alain Dos. Ça vous dit quelque chose, Alain Dos? Ambassadeur. Le président de la fondation Kofi Annan. Ouais. Oui, vous avez compris qu'il voulait aider l'opposition à réaliser d'abord une transition de 2 ans, hein, pour calmer les choses. Comme ça, on allait répartir. Il est de Cardiff, ici, là où j'ai vécu pendant une dizaine d'années. Il nous a dit ici. Il a été un des premiers envoyés spéciaux des Nations Unies en Chine après la mort de Mao. Quand il est arrivé en Chine, parce que la Chine, nous, on était plus développés que la Chine, que tous ces pays-là. Quand il est arrivé en Chine, c'était après la révolution culturelle que le vieux Mao avait laissé. C'était la pauvreté. Il leur a dit ceci, le message qu'il avait apporté aux Chinois, et ça vaut pour nous aujourd'hui. Il a dit, le monde à l'extérieur est en train d'avancer avec ou sans vous.
vous avez le devoir soit de le suivre ou vous restez. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va offrir des bourses d'études. Parce que les Chinois ne sortaient pas. On va envoyer un nombre de jeunes gens à l'extérieur, mais on va faire un contrat. Et tous vont revenir un paquet. Ils ne vont pas revenir seuls. Nous, on a l'affaire à une diaspora qui va en singleton et une diaspora qui n'a pas été formée à rentrer. De la cacophonie. Quand ces gens-là vont revenir, vous allez faire la jonction entre ce qu'ils ont vu à l'extérieur, ce qu'ils ont appris, et la révolution culturelle qu'a laissé le vieux. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont compris en revenant tous en paquet de changemakers. Les gens qui revenaient, ce sont les gens qui étaient envoyés pour se faire former et revenir avec des vrais diplômes. Et ces gens-là réfléchissent, ils disent, voilà, le monde à l'extérieur aura un problème. Il y a beaucoup d'entreprises. Hein? Si nous, on ouvre notre pays, les entreprises vont se délocaliser. C'est ce que fait un peu aujourd'hui le Rwanda. Vous comprenez que quelqu'un qui veut installer son entreprise pour exploiter l'or, il préfère aller mettre ça au Rwanda plutôt que chez nous. Et c'est ce qu'a fait cette Chine-là. C'est ce qu'a fait Dubaï. Je venais de lire à mon ami, parce que ce livre-ci, si je l'ai réécrit, le premier livre que j'avais écrit, c'est celui-ci. Le deuxième, si je l'ai écrit à 740 pages, c'est un ami médecin, Florent Poum, qui est médecin ici à Londres, qui, après m'avoir suivi, il m'a dit, il faut changer le livre, prenons les leçons. Et quand il est revenu de Dubaï, il m'a amené le livre du prince de Dubaï. Vous imaginez que Dubaï avait découvert son pétrole avant le Nigeria. Mais qu'est-ce qui fait que le Dubaï aujourd'hui est plus que le Nigeria? C'est le prince actuel qui avait été envoyé étudier au Royaume-Uni, qui était revenu. Son grand-père lui a dit, tu es revenu, oui, tu as bien étudié, oui. Réfléchis pour nous, comment est-ce qu'on va développer le pays? Nous aussi, quel est notre problème aujourd'hui? Notre problème, ce n'est pas tellement le chinois. Mais voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui avec nos millions. Hein? Est-ce qu'on va dire que ces millions qui se sont volés, est-ce que ce sont les Chinois? Moi, je suis passé par Addis Abeba il y a 5 ans. Je suis repassé encore cette année ici. Et demande à toute personne qui est passée à Addis Abeba il y a 5 ans et maintenant, il va vous dire que ce que les Chinois ont fait à Addis Abeba, ils ont par exemple un train moderne dans la ville qu'on n'avait pas. Quand vous voyez seulement l'aéroport d'Addis Abeba, mais pourquoi? C'est parce que la diaspora qui est revenue après les dictatures de Mengistu et le reste, c'était une diaspora pensante, une diaspora combattante de l'esprit, comme l'avait proposé le professeur Malwa Kalenga. Moi, je suis arrivé à Kinshasa, j'ai été invité par Monseigneur Milingi de l'Église du Christ au Congo. Je suis allé à Kinshasa par une de nos sœurs, Josiane Mpolo, qui m'a invité on est dans une conférence. Voilà, les Congolais peuvent aussi se créer une différence comme ça. Et là, j'ai rencontré Monseigneur Milingi de l'Église du Christ au Congo. J'ai vu la société civile. On a eu un échange avec elle. Et Monseigneur Milingi m'a dit une chose. Il dit, mais quand on avait le ministère de la diaspora, où étiez-vous? Parce que quand les gens m'ont vu à Kinshasa, quand je vis à Londres, et j'ai écrit un gros livre comme ça de 700 mais on pense d'abord, la première question quand on vient de Londres, on dit, est-ce que tu es combattant? Quand vous dites non, je dis oui, je suis combattant d'idées. Et vous avez écrit une chose comme ça à partir de Londres, oui. Mais on n'entend pas de parler des gens comme ça. Et Monseigneur Milingi me dit, mais quand on avait le ministère de la diaspora, pourquoi est-ce que des diasporiens comme ça... Parce qu'ils ont choisi des gens, ils choisissent des gens qui ne sont pas compétents. C'est tout des gens qui sont allés là-bas pour se faire un peu d'argent et tout. Mais mot de la fin, parce que, ouais, on va revenir, bien sûr, 700 pages, toute une vie, on ne peut pas l'épuiser en 1 heure du temps. Mais Norbert Poutou, je tiens à vous remercier pour ce grand travail, hein, parce que il faut qu'on le dise, il y a des Congolais qui travaillent et qui vivent de l'éthique.
ce que moi j'appelle, parce que nous émanons de la diaspora, des nomades cosmopolites, mais sédentaires délétiques. Ils ont gardé le même fusil d'épaule, ils continuent à se battre pour qu'il y ait de grandes transformations dans notre civilisation. Et vous êtes une de ces personnes avec qui j'ai eu le privilège de faire cette très grande émission qui va certainement rester dans les annales. Alors, Monsieur Poutou, Norbert X, en conclusion, qu'est-ce que vous voulez que votre peuple retienne de ces livres, que j'encourage d'ailleurs nos populations à aller sur Amazon, à s'arracher ces livres que vous voyez contiennent pratiquement une perspective historique, politique, économique, en tout cas un livre qui touche à beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que vous voulez en somme que les vaillants peuples congolais retiennent, parce que nous sommes dans cette espèce de combat, de transformation, de refondation selon les différentes écoles que nous avons aujourd'hui, même au sein de la diaspora. Qu'est-ce que vous voulez que nous retenions aujourd'hui? Je vais d'abord commencer par une boutade. J'ai écrit sur ma page Facebook, quand j'ai vu tous ces millions que les gens étaient en train de voler, quand je vois chaque fois on dit que Maman Olive Lembe a donné autant de millions, ou quand un artiste meurt, ou quand on dit que actuellement c'est qui donne encore des millions. Je dis à ces gens-là, donnez-moi mon million pour que ce livre ici, parce que ce livre est écrit pour les Congolais, je lance un appel, donnez-moi mon million pour que ce livre ici, parce que c'est un livre pour Congolais, pour qu'il soit disponible pour le Congolais. C'est une boutade, bien sûr. Mais nous avons eu une conférence en ligne hier. Nous sommes actuellement, les pouvoirs en Occident sont en train de réfléchir après Covid-19. Et nous faisons beaucoup de réunions. Et moi, je participe à plusieurs réunions ici avec le gouvernement du pays de Gallo, du gouvernement central. J'ai amené une idée hier. Black Knowledge Care. Congolese Knowledge Cares. Comment est-ce qu'on peut traduire ça en français? On doit parce que avec la crise qu'on a aujourd'hui aux États-Unis le gars qui a été tué, hein, on voit partout les gens se promener pour dire il faut prendre en compte l'existence des Noirs. Moi, je dis non. Il faut prendre en compte l'existence de... J'ai dit ça hier avec la conférence qu'on a fait avec le pays de Galles en ligne. J'ai dit Black Knowledge Care, et c'est ce que je vais dire ici. Comme a dit le professeur Malouaka Lenga, la révolution de l'intelligence congolaise care, il faut l'utiliser. Nous devons forcer cette intelligence congolaise à être utilisée. Pendant la négritude, vous savez, la négritude, pour la négritude, on a eu l'authenticité. Il y a les anglo-saxons, et c'est là où vous allez voir le Nigeria, par exemple, avance, le Ghana avance, le Kenya, et pas nous. Je dis, nous devons entrer dans la nigérianisation du Congo. On doit avoir des transitions. Pourquoi? Parce qu'au Nigeria, on a eu Wole Soyinka. Il a dit, quand les gens étaient là pour la négritude, parce que l'histoire de Black People Care aujourd'hui, les gens s'agenouillent partout, mais ça va s'arrêter là. Non. Nous devons, il a dit, le tigre ne crie pas sa tigritude. Le tigre saute sur sa proie. Congolais, il est grand temps que nous devons montrer aux gens que nous aussi, nous savons raisonner notre pays. Moi, je dis, si aujourd'hui nous sommes là où nous sommes blâmables. C'est-à-dire quoi, j'ai un ami ici, mon meilleur ami, Deo Kasserega, il me dit toujours une chose. Imaginez-vous, il y a une vingtaine d'années, nous n'utilisons pas les téléphones portables. Ouais. Pendant que nous utilisons les téléphones en ligne, des messieurs se sont mis à raisonner les téléphones portables. Et combien de coups de téléphone portable se donnent par minute? Est-ce que vous avez entendu déjà les téléphones se cogner entre eux? Alors qu'avec les téléphones à fil, parfois on avait une interférence. Donc, c'est qu'il y a des gens qui se sont mis ainsi, qui ont raisonné. La même chose aujourd'hui. Nos amis, par exemple, qui ont des partis politiques. Maintenant, nous sommes dans un chaos. Mais cependant, ce chaos, on a la crise de Covid. Les gens raisonnent maintenant après le Covid. Nous aussi. Le désordre que nous avons aujourd'hui aurait pu être évité si pendant le pouvoir de Kabila,
Les gens raisonnaient déjà l'après-Kabila qui? Et c'est ce qu'on a voulu nous aider à Genève qu'on a raté. Alors, si, et c'est ça mon point pour l'histoire, un proverbe de chez nous dit, lorsque vous allez en forêt et que vous vous égarez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir au carrefour, revenir au carrefour. Le carrefour, c'est que nous avons un triumvirat vital. Il faut mettre les Congolais ensemble. Il faut mettre Kabila, Tshisekedi, Fayulu ensemble. Et voyons maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, les gens qui ne sont pas au pouvoir aujourd'hui, les gens à qui on a arraché leur pouvoir, on avait arraché le pouvoir de l'UDPS hier, mais l'UDPS ne s'était pas mis en tête qu'il allait reconquérir son pouvoir. D'aujourd'hui, il a eu un pouvoir, il ne sait même pas quoi en faire. Il va dans une alliance contre la nature avec l'UNC avec le FCC, l'embryo. Les gens de la Mouka qui ne sont pas au pouvoir aujourd'hui, on leur a arraché leur pouvoir. Ils doivent se mettre ensemble pour dire, nous, on va conquérir notre pouvoir. Mais quand nous allons conquérir notre pouvoir, voilà comment nous allons les gérer. On ne va plus avoir l'histoire des 100 jours. On ne va plus avoir ça. On doit savoir que le président qui arrivera, voilà les 100 jours. Si on nous avait déjà dit là, il y a 3 ans que le 100 jours, on allait faire des maisons préfabriquées, les gens allaient refuser. Avec tout ce que nous avons comme ciment, comme sable, faire des maisons préfabriquées par un Libanais, alors qu'on a des hommes d'affaires. Voilà. Écoutez, voilà, merci. Des moutons. Et écoutez, on reprend ces erreurs. Non. Congolese knowledge care. Utilisons notre matière grise. C'est nous qui sommes sortis. Pourquoi? Un proverbe malinké dit, et je vais arrêter par là, c'est lui qui voyage apprend plus que celui qui est allé à l'université. Mais il faut bien voyager. Il ne faut pas faire le voyage. Il faut bien, quand nous de la diaspora, si on assume bien notre vie dans la diaspora, on apprend bien, quand on rentre, nous pouvons faire des miracles. Et nous devons nous préparer à le faire. Voilà, merci beaucoup Norbert Poutou. Voilà, c'était vraiment les délices ici d'écouter un intellectuel congolais, un écrivain qui a écrit plusieurs livres, mais le tout récent, c'est le livre L'autre Lumumba, que je vous conjure à vraiment aller sur Amazon.com et acheter et lire. Vous savez, on dit toujours que voilà, que quand vous voulez priver un Congolais de quelque chose, mettez ça dans un livre. Je pense que cet adage est tellement faux parce que moi, déjà à l'âge de 12 ans, j'avais déjà lu la plupart de Conteste Ségur. La lecture, c'est une façon importante, évasive d'apprendre. Donc, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup écouter, il faut justement, comme l'a dit notre intervenant aujourd'hui, de faire la promotion de l'intelligence. Nous devons passer du règne de la médiocrité au règne de l'intelligence, déplacer l'intelligence au centre des affaires. Et quand on dit intelligence, ce n'est pas simplement les diplômes, mais c'est aussi la morale, c'est aussi le respect de biens publics, c'est aussi la contribution des uns et des autres dans tout ce que nous faisons. Et ne faisons pas de l'État comme une affaire tribale ou personnelle, mais l'État est là au service de tout le monde. C'était vraiment un plaisir de recevoir Norbert Poutou, Norbert X. Et voilà, nous finissons ici. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis à travers la planète. Olivier Bolia, merci beaucoup.